À mon tour maintenant de vous parler d'un sujet d'actualité qui traite de Covid et vaccination. Diapositive. Avec les différents points que nous allons aborder dans cette présentation. Tout d'abord, les différentes formes de Covid et puis quel est le risque d'infection ou de forme grave de Covid spécifique chez les patients ayant un rhumatisme inflammatoire chronique. Y a-t-il des Covid longs et qu'en est-il de l'immunisation après avoir été affecté par la Covid? Nous aborderons aussi bien sûr tout ce qui concerne la vaccination contre la Covid-19 par le vaccin anti-SARS-CoV-2 en termes d'efficacité, de tolérance, quel vaccin pour quel type de patient, combien de doses, hein, donc autrement dit, tous des sujets d'actualité assez brûlants. Diapositive. Donc tout d'abord, je vous rappelle que parmi les manifestations de la Covid-19, le plus souvent, nous avons affaire à des formes aiguës bénignes, heureusement, donc avec les symptômes habituels, syndrome grippal avec fièvre, courbature, très souvent perte du goût, de l'odorat, et donc une évolution qui se fait sur une dizaine de jours. Toujours dans les formes aiguës, nous avons malheureusement des patients qui font des formes graves et ces manifestations sévères sont généralement liées à une réaction du système immunitaire du patient. Donc, c'est le schéma du bas qui vous est présenté dans les formes aiguës et qui peut conduire aux problèmes respiratoires, à l'hospitalisation, voire à la réanimation. Et puis enfin, nous avons donc dans les formes tardives de Covid, soit des séquelles des formes graves, hein, donc notamment chez les patients qui sont passés en réanimation sur des séjours longs. Et puis nous avons ce qu'on appelle maintenant les Covid longs, c'est-à-dire au-delà d'une dizaine de jours après l'infection, la persistance de symptômes qui peuvent être gênants et qui peuvent durer jusqu'à plusieurs semaines. Diapositive. Nous avons heureusement des données, et là je vous ai sélectionné des données françaises, mais il y en a dans le monde entier, sur finalement la distribution de ces différentes formes chez des patients qui présentent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc j'ai sélectionné essentiellement les rhumatismes type polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite et rhumatisme psoriasique. Vous voyez que ça représentait 2/3 des patients qui ont été étudiés dans cette cohorte. Vous voyez que la plupart des patients ont présenté des formes bénignes, quelques-uns des formes modérées, c'est-à-dire avec des symptômes un peu plus accentués, mais n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, et seulement 87 patients sur presque 700 ont présenté des formes sévères ayant justifié donc d'une hospitalisation, oxygénothérapie ou réanimation. Donc, parmi ces patients, vous voyez qu'il y a 58 décès avec la répartition ici que vous voyez et un maximum de décès dans les autres catégories de rhumatisme qui étaient plutôt des maladies systémiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette cohorte a permis d'identifier les facteurs qui étaient associés au risque de formes sévères et on voit que le premier, c'est bien sûr l'âge, supérieur à 65 ans, le sexe masculin, plus à risque que les femmes, les indices de masse corporelle supérieurs à 30 qui définissent l'obésité, et puis donc des problèmes cardiovasculaires, notamment une hypertension sous-jacente. Quand on s'intéresse aux facteurs qui sont propres à la maladie rhumatismale, eh bien, ressortent comme facteurs de risque de forme sévère une prise de corticoïdes au-delà de 10 mg par jour en continu, l'utilisation de certains traitements de fond, comme le mycophénolate mofétyl, qui est plutôt utilisé dans les lupus avec atteinte rénale, plus que dans les formes rhumatismales, et le rituximab, qui est donc une biothérapie qu'on peut être amené à utiliser dans les polyarthrites rhumatoïdes sévères. Diapositive. On a également des données à l'échelon mondial, cette fois, qui
corrobore ces informations de la cohorte française, avec, comme vous le voyez ici, sur presque 4000 patients qui ont contracté donc la Covid-19. Âge moyen, vous le voyez, 57 ans, 2/3 de femmes et 10% de patients qui sont décédés. Ce n'est pas exhaustif, hein, c'est les cas qui ont été rapportés par des médecins qui ont participé à cette étude. Vous avez sur les schémas la ligne rouge. Lorsqu'on est à droite de la ligne rouge et qu'on ne la croise pas, ça signifie qu'on a un facteur de risque qui est tout à fait significatif. Et vous voyez notamment l'âge au-delà de 65 ans, encore plus au-delà de 75 ans, le sexe masculin qui tend à sortir un petit peu. Ce qui est intéressant pour le rhumatisme, c'est la forte activité de la maladie rhumatismale qui sort quand même. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir un rhumatisme bien contrôlé. Et puis enfin, sur les facteurs qui sont classiques dans la Covid et qui ne sont pas propres au rhumatisme, les problèmes cardiovasculaires, avec notamment l'hypertension, les maladies pulmonaires, l'insuffisance rénale chronique et le diabète. Donc, on se retrouve sur des facteurs de risque classiques de forme sévère de Covid-19. Diapositive. Si on s'intéresse plus spécifiquement dans cette étude mondiale aux facteurs liés au rhumatisme, vous voyez ici donc la plupart des rhumatismes qui se retrouvent donc à gauche de la ligne, autrement dit qui ne représentent pas un facteur de risque supplémentaire de forme grave de Covid, en dehors du lupus qui présente lui une petite augmentation de risque. Sur la petite figure à droite de la diapositive, vous voyez les traitements qui ont été évalués et je vous ai mis en exergue les traitements qui nous intéressent principalement dans les rhumatismes inflammatoires. Vous voyez qu'en fait, on a un excès de risque si on n'a pas de traitement de fond, c'est la figure du haut. L'hydroxychloroquine, on est neutre pour faire court aux polémiques. Les anti-TNF-alpha aussi, on est plutôt neutre. En revanche, on retrouve le rituximab qui représente un excès de risque de contracter la Covid-19. Et puis, vous avez les autres biologiques qui restent neutres et à nouveau les corticoïdes, notamment au-delà de 10 mg, qui représentent un facteur de risque également. Diapositive. Concernant la façon dont les patients souffrant de rhumatisme inflammatoire ont vécu la période de pandémie, on a quelques données que je voulais partager avec vous, notamment ici une étude danoise qui a été faite sur plus de 12 000 patients. Et vous avez les petites figures avec à chaque fois, pour chaque item, une évaluation qui a été faite en mars, donc au début du mars 2020, au début du confinement, et une en juin, donc à la fin du confinement. Et vous voyez qu'à chaque fois, on répond complètement d'accord, partiellement, jusqu'à complètement en désaccord. Lorsqu'on demande aux patients s'ils se considèrent à haut risque de Covid parce qu'ils ont un rhumatisme, eh bien, vous voyez que la plupart des patients sont fortement ou plutôt d'accord avec cette allégation, mais que ça diminue à la fin du confinement. De même, vous voyez l'anxiété au départ, qui était plus vis-à-vis de la Covid que vis-à-vis du rhumatisme. Là encore, ça diminue par la suite. Entre je reste chez moi et évite les contacts, eh bien là aussi, on voit qu'il y a une évolution, mais que presque 95% des patients étaient d'accord avec le fait de rester chez soi pour éviter les contacts. Et puis, est-ce qu'on est obligé de s'isoler plus parce qu'on a un rhumatisme inflammatoire? Là encore, il y a une évolution, mais au départ, tout le monde était d'accord pour cette allégation. Donc, ça signifie aussi que s'il n'y a pas eu d'excès de risque de Covid lié au rhumatisme, c'est peut-être parce que les patients avec un rhumatisme étaient plus respectueux de la distanciation sociale, des règles barrières par le fait qu'ils se sentaient plus exposés. Diapositive.
Alors, qu'en est-il des traitements de fond et de l'adhésion au traitement de fond pendant la pandémie? Donc là, on a une étude aussi qui vient des pays du Nord et qui a évalué en fait, là encore en mars et en juin, toujours chez ces mêmes patients, le fait d'avoir arrêté le traitement de fond, de changer de dose, quel changement et surtout qui était à l'initiative de ce changement. Vous voyez qu'en mars, il y a presque 80% des patients qui ont arrêté le traitement de fond et principalement le méthotrexate et les biothérapies. Donc, c'est la colonne rouge sur votre écran et que c'était plutôt dans l'hypothèse d'une suspension du traitement, probablement en attente d'informations et de recommandations. Et dans 2 tiers des cas, c'est le patient qui avait suspendu son traitement avec comme raison majeure la peur de la Covid-19. Lorsqu'on regarde en juin, est-ce que vous avez repris le traitement? Eh bien, la plupart des patients ont repris le traitement, notamment le méthotrexate, et avec très souvent plutôt des augmentations de posologie, et c'est généralement le rhumatologue qui était à l'initiative de ces modifications du fait d'une évolution de la maladie. Donc, on voit bien que par peur de la maladie, le fait d'arrêter les traitements, eh bien, souvent la maladie a évolué, en vous rappelant que la maladie active est un facteur de risque de contracter la Covid et de faire une forme sévère. Diapositive. Donc, toujours sur l'évolution des patients avec rhumatisme inflammatoire pendant le confinement. Donc là, les patients sont regroupés par catégorie de maladies. Vous avez un premier groupe spondylarthrite ou rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, maladie auto-immune, arthrose, ostéoporose, fibromyalgie et autres types de rhumatisme. Et vous est représenté en bleu les patients qui ont une aggravation des douleurs, en orange quand c'est la raideur qui est aggravée, en vert la fatigue et en jaune les troubles de l'humeur type anxiété ou dépression. Donc vous voyez que quelle que soit finalement la catégorie d'atteinte rhumatismale, c'est vraiment les troubles de l'humeur qui ont prédominé sur cette période et globalement, quelle que soit la pathologie, la maladie elle-même n'a pas plus évolué. Diapositive. Alors, une des innovations, enfin, un des changements qu'on a connus par cette pandémie, c'est bien sûr le développement de la télémédecine. Et vous voyez que sur 3 périodes, donc avant confinement, la période 1, pendant le confinement, période 2 et période 3 après le confinement, vous avez l'évolution des consultations présentielles, la ligne continue, et en pointillé des téléconsultations. Donc, vous voyez le bond qu'ont fait les téléconsultations sur cette période, et vous voyez qu'on ne revient pas tout à fait à la normale après, parce qu'on a continué finalement à utiliser ce mode de suivi pour un certain nombre de patients. Quand vous regardez les différentes catégories de rhumatisme, spondylarthrite, polyarthrite rhumatoïde ou rhumatisme psoriasique, on voit qu'en moyenne, quel que soit le moyen de suivi, on a pu stabiliser l'activité des malades, y compris par le biais de ces téléconsultations. Diapositive. On aborde le sujet de la vaccination contre la Covid-19, avec, vous le savez, donc un virus qui nous a fait développer différentes formes de vaccins. Ce virus, il est composé de matériel d'acide nucléique, il est entouré d'une membrane et il a ces petites spicules qui vous sont figurées ici en rouge, qui sont aussi nommées protéines S et qui sont la cible des vaccins, notamment les vaccins à ARN, les vaccins à vecteur viral ou les vaccins à protéines recombinantes. Donc, vaccins à ARN, vous connaissez les vaccins de Pfizer ou Moderna. Vaccin à vecteur viral, vous connaissez le vaccin notamment AstraZeneca ou Janssen. Et puis les vaccins à protéines recombinantes, c'est
la cible du vaccin Sanofi qui n'est pas encore disponible. Donc, on peut en pratique, lorsqu'on fait une sérologie, différencier les personnes qui ont été vaccinées parce qu'elles ont des anticorps uniquement sur la protéine S, de celles qui ont fait la Covid, qui ont à la fois des anticorps contre la protéine S, mais aussi des anticorps contre des protéines membranaires. Donc, la sérologie, notamment, permet de différencier si vous avez fait la Covid ou si vous avez juste une immunité due au vaccin. Diapositive. Alors, lorsqu'on regarde au premier trimestre 2021, cette image de la planisphère avec des codes couleurs qui représentent le taux d'acceptation de la vaccination dans le monde, vous voyez que globalement, la France se situe au même niveau que les États-Unis, donc entre 60 et 70% à peu près d'acceptation de la vaccination. Vous voyez que dans certains pays, on est bien sûr beaucoup plus bas et dans d'autres, comme le Canada par exemple, ou la Russie, on est en revanche au-delà de 90% d'acceptation. C'est une moyenne. Donc après, bien sûr, on sait que tout le monde n'est pas convaincu par la vaccination et donc la question, c'est comment convaincre. Alors on peut utiliser des chiffres. Vous avez sur la partie gauche de la diapo une figure où chaque petit carré, chaque petit pixel représente une personne. Donc le grand carré, ça représente 10 000 personnes. Le carré de gauche, c'est 10 000 personnes exposées au Covid directement sans vaccination. Et le carré de droite, c'est 10 000 personnes vaccinées. Donc, vous voyez en bleu les formes bénignes, en jaune les Covid longs qu'on a évoqués, en rouge les formes sévères et en noir les décès. Donc, dans chaque catégorie, vous voyez que ça représente quasiment plus rien dans la population qui est vaccinée. Et vous avez tout en haut du carré de droite les personnes qui ont des effets indésirables sérieux de la vaccination. Et vous voyez que c'est 2 pour 10 000 personnes vaccinées. Donc, ça, c'est quelque chose qui aurait pu convaincre, qui a peut-être convaincu un certain nombre de personnes. Et par contre, quand on voit l'évolution sur la figure de droite des courbes, en bleu, c'est l'acceptation de la vaccination, en rouge, c'est les anti-vax, on va dire, ceux qui sont réticents à la vaccination ou qui hésitent. On voit que ce qui a vraiment changé les choses, c'est vers le mois de juillet-août, peut-être plutôt l'effet passe sanitaire, où on voit qu'il y a un bond à nouveau donc, dans l'acceptation de la vaccination. Diapositive. Un point qu'il nous faut aborder avant de terminer, l'impact des traitements de fond sur la vaccination. Donc, on sait déjà que le fait d'avoir un rhumatisme inflammatoire, on a peur parfois de ne pas bien répondre à la vaccination, mais on sait que certains traitements, vous voyez sur la figure, en fait, c'est l'hypothèse d'une vaccination par un vaccin à ARN qui aboutit à la production d'anticorps. Il faut savoir que non seulement on a des anticorps, mais on a aussi des cellules qui réagissent contre le virus, qui sont stimulés pour réagir contre le virus, que ça, on ne peut pas l'apprécier par la sérologie. Et vous voyez donc les petites barres rouges avec tous les traitements qui peuvent éventuellement intervenir pour peut-être diminuer l'efficacité de cette réaction vaccinale. Diapositive. Donc, quand on regarde déjà et qu'on compare les sujets sains, la population générale, avec des patients qui ont un rhumatisme inflammatoire, là, sans s'occuper des traitements, vous voyez donc la ligne verte, ça représente la réponse vaccinale après une dose de vaccin chez un sujet de la population générale. Et en rose, la population qui souffre de rhumatisme inflammatoire. Ce que vous pouvez voir, c'est que globalement, à la fin de la courbe, on arrive à peu près au même niveau, mais simplement, chez les sujets avec un rhumatisme inflammatoire, la réponse vaccinale, elle est beaucoup plus lente
à apparaître, mais vous voyez qu'elle apparaît de façon progressive pour rejoindre finalement quasiment le même taux de réponse que la population générale. Diapositive. Lorsque on regarde après 2 doses de vaccin la réponse selon le type de traitement qui est fourni, vous voyez en rouge tout à gauche les patients qui n'ont pas de traitement et qui sont vaccinés, qui ont une très bonne réponse au vaccin. Vous avez à côté le petit schéma orange, c'est les patients sans traitement et qui ont l'immunité après Covid. Donc, vous voyez que l'immunité après Covid, elle est moindre. Vous avez ensuite, avec les patients vaccinés sous méthotrexate, la réponse vaccinale qui reste très bonne. Les patients sous méthotrexate avec immunité après Covid. Les patients ensuite vaccinés sous biothérapie, les patients sous biothérapie avec immunité anti-Covid, les patients qui ont une association, souvent méthotrexate plus biothérapie, toujours avec vaccin ou immunité après Covid. Et puis, tout à droite en bleu, vous avez les patients sous rituximab vaccinés ou immunité vaccinale anti-Covid sous rituximab. Donc, vous voyez, bien que la plupart des traitements permettent quand même une bonne réponse vaccinale en dehors bien, du rituximab. Et c'est pour ça qu'on va être amené, dans certains cas, à augmenter le nombre de doses. Diapositive. Qu'en est-il de la tolérance des vaccins? Donc là, c'est une étude qui date de mi-2021, donc qui représente en fait les connaissances qu'on avait sur le premier semestre. Et donc, chez des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires et qui ont bénéficié de la vaccination anti-Covid-19, vous voyez qu'on a quasiment 3000 patients et globalement, quel que soit le type de vaccin, on a à peu près le même pourcentage de patients qui décrivent les signes habituels, hein, fatigue, céphalée, myalgie, fièvre, parfois des nausées. Les réactions allergiques graves, anaphylaxie, vous voyez que c'est très rare et on peut en voir quasiment avec tous les vaccins, mais c'est vraiment exceptionnel. Et tout en bas, vous avez des patients qui déclarent avoir eu une poussée du rhumatisme inflammatoire après le vaccin. Vous voyez que c'est à peu près toujours pareil. On est entre 13 et 15% des patients qui déclarent avoir fait une réaction. Donc, globalement, cette tolérance, elle est similaire entre les vaccins et surtout, elle est comparable à celle des vaccins qu'on utilise habituellement. Diapositive. Donc là, vous voyez pareil par type de rhumatisme, polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasis. Et globalement, la plupart des patients sont stables. Et après, on a autant de patients améliorés qu'aggravés suite à la vaccination. Diapositive. Alors, quel type de vaccin? Vous savez que là, il faut suivre les recommandations. Hein. Les vaccins ARN, c'est pour les patients de moins de 55 ans. Ceux qui sont sous rituximab ou sous corticoïdes à plus de 10 mg ou sous immunosuppresseurs bien spécifiques, qu'on a cité tout à l'heure, avec nécessité d'une 3e dose. Les patients qui ont des maladies pulmonaires chroniques hors asthme, les patients qui ont des polypathologies avec notamment des insuffisances d'organes, et puis les patients qui ont des antécédents à risque de thrombose. Diapositive. Les contre-indications à ces vaccins, elles sont relativement rares. Hein. C'est l'allergie à un des composants et des cas de réaction anaphylactique après la première dose. En revanche, vous voyez à côté, je vous ai mis en vert tout ce qui n'est pas contre-indication au vaccin tel qu'on pourrait le croire. Diapositive. Donc, en conclusion, les données sur l'infection à Covid-19 chez les patients avec rhumatisme inflammatoire chronique, elle reprend une incidence et des facteurs de risque qui sont similaires à celles de la population générale. Il est certain que la pandémie a eu un impact important avec notamment la suspension des traitements par peur de contracter la maladie chez beaucoup de patients. Et le corollaire, c'était parfois donc, des poussées de la maladie, mais finalement assez peu.
La vaccination, on peut dire qu'elle a un bon rapport efficacité-tolérance, même chez des patients sous traitement de fond et sous biothérapie. Attention toutefois à ceux qui ont des corticothérapies élevées, à plus de 10 mg par jour, ou qui sont sous rituximab. Donc, il reste quand même des questions. Quelle est la durée de l'immunité vaccinale sous traitement de fond? Donc là, des études sont en cours et on pourra peut-être vous répondre d'ici quelques mois. L'efficacité des vaccins sur les variants, pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes, donc on peut se permettre de rester optimiste.